Alors, nous allons de suite attaquer cette deuxième table ronde qui a pour titre l'ESS, outils d'inclusion et de lien social au service des territoires les plus fragiles autour de la Silver Economy. Pour en parler, nous recevons autour de cette table pour l'ADMR 2B, Madame Nathalie Magnier, responsable du pôle établissements sociaux et médico-sociaux. Bonjour. Bonjour. Pour la mutuelle UNCS, Madame Ségolène Gallo-Lavallée, responsable du développement et de la communication. Bonjour. Bonjour. Donc l'UNCS, pour rappeler, c'est l'Union des mutuelles de Corse Santé. Pour l'association ACEPT, Madame Joëlle Ciavali, chef de projet. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Pour l'association Cap Solidaire, Livia Perfettini, directrice du service. Bonjour à vous. Bonjour, voilà, je remplace Monsieur Simon-Jean. J'excuse d'ailleurs le fait qu'il ne soit pas là. Gérald Simon-Jean qui était présent avec nous ce matin. Pour l'ARS, monsieur Michel Spella, directeur délégué de la stratégie et de la qualité. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et pour la collectivité de Corse, Madame Marie-Thérèse Nigoli, chef de mission, appui à la coordination des parcours et direction de l'autonomie. Bonjour à vous. Bonjour. Prenez le téléphone pour commencer. Alors, en préambule, j'aimerais déjà, si vous me permettez, définir la Silver Economy. Alors, ce concept-là de la Silver Economy, il consiste donc à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, garantir leur autonomie le plus longtemps possible, ou même allonger leur espérance de vie. Tels sont les principaux objectifs de la Silver Economy. Sous ce nom se cache l'ensemble des produits et services à destination des seniors qui se développent avec le vieillissement de la population. Les nouveaux besoins économiques, technologiques et industriels liés à l'avancée en âge ouvrent un champ vaste pour l'économie et l'industrie dans nos pays, souligné déjà en 2013 les ministères de l'économie et des finances et des affaires sociales et de la santé. Donc c'était il y a 10 ans, mais nous verrons que de nouveaux enjeux et de nouvelles problématiques sont émergés depuis. Les 60 ans et plus devraient représenter 20 millions de personnes en France d'ici 2030, contre 15 millions à l'heure actuelle. Le vieillissement de la population entraîne l'émergence de plus en plus de produits et de services à destination des personnes âgées. L'économie à destination des seniors pourrait ainsi générer un chiffre d'affaires de plus de 130 milliards d'euros dans 3 ans. Que regroupe ce secteur? À qui s'adresse-t-il? Tour d'horizon de cette Silver Economy en compagnie de nos principaux acteurs. Alors, pour débuter, je pense que Marie-Thérèse Nigoli, chef de mission appui à la coordination des parcours et direction de l'autonomie, peut-être nous présenter les principaux chantiers de la collectivité de Corse en la matière. Merci. Oui, alors effectivement, donc, vous l'avez bien expliqué, donc la Silver Economy est une filière économique et industrielle transversale dont le principal objectif est d'améliorer la qualité de vie, je dis plus senior, parce que ça devient, c'est plus du tout à la mode. Donc il y a eu vieux, il y a eu vieillard. Des personnes qui ont beaucoup d'expérience, on dira, voilà. Donc je dirais des noces initiales, de nos aînés, et puis je peux dire de moi-même, parce que j'ai plus de 60 ans. Voilà, donc plus de 60 ans et plus. Alors, c'est 20 ans voilà. et 40 ans d'expérience. Voilà, c'est ça. Donc ça, d'expérience, c'est toute modestie, voilà, c'est très bien. Donc en fait, du coup, lorsqu'on parle de Silver Economy, on parle aussi, là, dans le titre de cette table ronde, on parle des plus fragiles, donc et du coup, fragilité, ça me parle. Pourquoi? Parce que je suis à la direction de l'autonomie, donc en charge, comme vous l'avez dit, j'ai une mission transversale auprès de la direction et de la direction adjointe, au sein de la direction générale adjointe des affaires sociales et sanitaires. Donc mon collègue, tout à l'heure, Damien Natal, a très bien présenté notre stratégie. Et donc moi, du coup, je vais faire le lien directement avec les politiques de l'autonomie, où je place en premier lieu notre schéma directeur de l'autonomie, donc 2022-2026, qui a été porté par notre conseillère exécutive, Madame Bianca Faz, et effectivement, qui se décline 22 actions, 5 orientations stratégiques, donc 22 actions, et dont notamment la fiche action 1.5, qui est s'appuyer sur la Silver Economy et l'innovation pour favoriser le bien vieillir. Donc du coup, on fait appel à tout ce qui concerne, qui touche, on en a déjà parlé, y compris ce matin,
et vous l'avez redit en donnant les chiffres, hein, mais en 2030, les projections de l'INSEE, c'est 38% de la population. On est, je pense, la deuxième région de France, hein, qui est la plus ancienne en termes, on a des points vraiment moyenne nationale au-dessus de la moyenne. Donc ça va être, à ça s'ajoute donc le vieillissement, l'insularité, sauf qu'on n'est pas le plat pays, on est une île montagne, donc ça a des spécificités géographiques, donc des spécificités de territoire. À cela s'ajoute, on en a parlé aussi ce matin, la précarité de ces publics vieillissants, et je rajouterais l'isolement. Parce que c'est quelque chose, on a parlé des grands territoires, ruraux notamment, mais il y a aussi des gens isolés, même dans les publics, enfin les zones urbaines. Donc ça reste, disons, c'est un petit peu le condensé de toutes les problématiques qui ont fait que ce schéma de directeur de l'autonomie, et ça a été la stratégie et le choix de Madame la conseillère exécutive, Madame Faz, c'est de définir des objectifs pour relever ce défi de l'accompagnement de ce vieillissement sur notre territoire de Corse. Autre chose qui rentre problématique, on en a parlé aussi, c'est la problématique de la mobilité. Alors, toujours au regard de cette spécificité géographique, et aussi, quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui est très important, c'est l'adaptation des logements vétustes. Et pour la plupart des personnes qui sont propriétaires de leur logement, donc avec toutes les difficultés en termes de coûts, de financement, etc. etc. Donc tout ça, ça reste dans le giron de notre direction. Et alors, je vais rappeler quelques chiffres, hein, parce que bon, c'est quand même important de le savoir aussi. Le plan d'action de ce schéma d'autonomie représente un impact financier de 52 millions d'euros. Donc c'est quand même pas rien. Donc ça prouve quand même la volonté de la politique de notre président, hein, de M. Gilles Siméon, et du Conseil exécutif et de l'Assemblée. Ensuite, pour rappel aussi, au sein même de la direction de l'autonomie, nous arrivons à peu près à hauteur d'un budget de 135 millions d'euros. Alors là, concrètement, on a un financement donc, qui concourt directement au développement de cette cyberéconomie, puisque c'est l'objet du jour, de cette table ronde en tout cas aussi. C'est notamment le financement de l'aide à domicile, via les services d'aide à domicile, 2005 à 3000 salariés, c'est pas rien. C'est pas grave, si tu en as plus, c'est voilà, c'est ça, merci. Et 12 000, alors aussi des accompagnements en termes d'action collective du bien vieillir. Alors je peux vous donner un chiffre sur 2 années, 12 000 ateliers proposés sur 130 communes. Donc là aussi un souci de mailler le territoire, qui est vraiment, ça c'est important, qu'on soit vraiment territorialisé, comme le disait ce matin très bien, très justement mon collègue Damien Attal. On est aussi sur donc, toutes ces actions collectives à destination des personnes de plus de 60 ans. Le financement des EHPAD, des établissements d'hébergement, donc à domicile, mais aussi des expérimentations. Je pense notamment à l'expérimentation en termes de prévention du programme ICOP, programme de l'OMS. Donc ça aussi qui a été lancé fin d'année, que la collectivité soutient financièrement, accompagne aussi, hein, donc en termes d'ingénierie de projet. Je pense aussi au dispositif d'appui à la coordination des situations dites complexes, alors qui s'attache à tous les publics, hein, particulièrement dans son démarrage pour le public des personnes âgées, mais plus tard à l'ensemble des publics. Parce que la complexité, on sait bien que ça nous touche tous à un moment donné de notre vie. On a été dans une situation complexe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a accumulé plein de choses. Hein. Un divorce, un décès, une précarité économique, une perte d'emploi. Voilà, bon, c'est le lot des uns et des autres. Donc ça a été, donc c'est ce souci-là. Donc en finale, on a 2 grands axes au sein de notre direction de l'autonomie. C'est la qualité de l'accompagnement à domicile et en établissement et la participation au développement économique du territoire. Donc ça veut dire que, franchement, on est intimement lié au développement de cette cyberéconomie. Et pour finir, un projet qui est en cours dont la préfiguration a été lancé le 31 mai dernier à Bastia, c'est le projet d'un gérontopôle en Corse. Alors un gérontopôle, certains d'entre vous doivent certainement connaître ce que c'est, peut-être pas tout le monde. On n'est pas du tout sur, quand on entend le mot gérontopôle, c'est pas du tout hospitalo-centré, c'est pas du soin. En fait, c'est une plateforme qui permet la synergie
à la fois des acteurs d'un territoire en respectant ses spécificités. C'est-à-dire qu'à la fois on a le collège institutionnel, alors citer la collectivité de Corse, l'agence régionale de santé bien sûr, mais aussi les collectivités locales, tout ce qui représente les caisses de retraite, la Gérardco, les CEPA. Ensuite on a le collège clinique, donc toute la clinique avec tout ce qui concerne le soin, aussi bien en centre hospitalier qu'à domicile, en médecine libérale, mais aussi tout ce qui est les fédérations qui vont aider à la coordination en santé, à l'innovation en santé, c'est très important. Un collège recherche, enseignement, formation avec l'Université de Corse. Un collège économie, très important, la filière économique, donc un partenariat très étroit avec l'ADEC, voilà, qui va piloter ce collège-là. Ensuite, un collège citoyen, parce que la parole du citoyen, c'est quand même la plus importante, c'est-à-dire il faut vraiment qu'il soit au centre des débats, et puis surtout qu'on puisse avoir un retour. On parlait ce matin de la mobilité, qu'est-ce que veulent les personnes, qu'est-ce qu'elles attendent, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est connaître pas seulement leurs besoins, mais aussi leurs attentes et leurs possibilités, selon l'endroit où elles vivent. Alors, justement, on reviendra plus en détail, si jamais, pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas. Donc voilà, simplement pour finir, pardon, M. Scarchin, autrement on ne comprend pas, c'est qu'en fait, le Gérontopole, c'est ni plus ni moins une plateforme qui va permettre la mobilisation de tout ce que vous faites, de tout ce que l'on fait les uns et les autres, et ça va permettre, mais en fait, de mettre en synergie des acteurs qui ne se rencontrent pas obligatoirement, pas forcément, ou qui ne pensent pas à se rencontrer, notamment avec l'adaptation du logement. Et je pense que Madame Stécolena de l'USS pourra mieux en parler que moi sur tout ce qui existe. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle présentation. Vous avez essayé de ne pas être trop longue. Non, nickel, ne vous inquiétez pas, on gère. Alors justement, vous l'avez mentionné, nous allons donner maintenant la parole à Ségolène Gallo-Lavallée, qui est responsable du développement et de la communication au sein de l'UMCS, l'Union des mutuelles de Corse Santé. Alors concrètement, Madame Gallo-Lavallée, que propose l'UMCS en matière de silver economy? Eh bien écoutez, l'UMCS, c'est un acteur sur le territoire, sur l'ensemble de la Corse et qui est spécialement implanté dans les zones rurales. Pas que, mais très essentiellement dans les zones rurales. Donc on connaît bien le territoire et les difficultés qui vont avec, et pourquoi c'est justement des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont présents, parce que c'est très difficile, beaucoup plus difficile à gérer que dans les zones urbaines, bien évidemment. Donc on remercie la CRES de mettre à l'honneur ce thème. Et la collectivité de Corse, à travers l'implication politique de son président et de l'ensemble des services, notamment la direction de l'autonomie, grâce à qui on a pu mettre en place ce dispositif d'aide technique à domicile, qui est un service innovant. Et donc on a répondu à un appel à projet il y a 2 ans. On est une vingtaine de services, ça s'appelle Éclat Technicothèque. Et on est une vingtaine de services en France, en Corse. Donc, un service expérimental dont tous les acteurs se sont saisis, les acteurs institutionnels, également les acteurs associatifs, l'ADMR, l'APF et d'autres acteurs encore. Et je plairai forcément. Donc l'UMCS, c'est un service de l'UMCS, mais pourquoi l'UMCS? C'est parce qu'aussi on représente à peu près 400 salariés sur la Corse et on a vocation à créer et à gérer des services de soins et d'accompagnement mutualistes. Donc de mettre en œuvre une action sanitaire, sociale et culturelle et d'assurer la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes et handicapées et de développer une politique active de prévention. Quand on a dit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 30 services et une vingtaine d'établissements qui vont d'une filière sanitaire et sociale, de la pouponnière, donc de la seule pouponnière qu'il existe en Corse, qui permet d'accueillir des enfants à partir de la naissance, jusqu'à la maison de retraite et l'accompagnement de fin de vie, que ce soit au domicile ou en établissement. Donc on a également des centres de santé, avec des centres de santé pluridisciplinaires et des centres dentaires. Et également 5 centres optiques. Donc vous voyez, ça fait 9 centres de santé, centres dentaires, 5 centres optiques,
des services à domicile sur toute la Corse. Donc à Bastia, Calvi, Rousse, Corté, Sant'Andrea, Porto Vecchio, Lévis, Corot, Carchèze et aussi Ajaccio et Bastia. Donc ça fait 6 filières. Et dans ces filières, on voulait aujourd'hui mettre l'accent sur le dispositif expérimental Éclat Technicothèque. C'est un exemple de service à domicile. Donc à l'initiative en fait de l'ARS et de la collectivité de Corse, cette expérimentation a pu être mise en place. C'est un service qui est composé d'ergothérapeutes et d'une assistante sociale. Il participe au bien vieillir chez soi. Le bien vieillir, c'est quoi? C'est comment une personne vieillissant, engagée dans un processus de vieillissement, ce qui peut commencer très tôt, le processus de vieillissement, bien avant qu'on soit une personne âgée, on peut avoir des fragilités et bien évidemment les personnes ont envie de rester chez elles. Peu importe qu'elles en soient capables ou qu'elles soient difficilement juges de ce qu'elles souhaitent, mais elles souhaitent rester chez elles. Voilà. Elle souhaite s'occuper de son chat, elle souhaite s'occuper de son chien, pour être très concret. Elle souhaite continuer à faire à manger, elle souhaite continuer à lire le journal, voilà, tout à fait, à avoir le temps qui passe, et la vie, et c'est la vie. Donc vous les accompagnez dans ce sens-là. Et nous, on vient appuyer cette volonté de vieillir chez soi et de bien vieillir à sa manière. Pas la manière, donc forcément, on a tous des parents âgés, on ne voit pas la même chose que voient pour eux. Mais en tous les cas, nous, dans ce service, voilà, on souhaite accompagner ce bien vieillir et pouvoir continuer à lire le journal, répondre au téléphone, prendre un rendez-vous chez le médecin et s'occuper de son chat et de son petit chien. Alors merci beaucoup en tout cas, Madame. Donc ce sont des aides techniques. Donc l'ergothérapeute, pour vous expliquer le service, excusez-moi, c'est en fait la mise en place d'aides techniques. Et les aides techniques, on sait un petit peu ce que c'est. C'est un déambulateur, une chaise de douche, c'est tout ce qui peut aider à la vie quotidienne. Et souvent, on pense aide technique, on pense à un lit médicalisé, on pense à un dispositif qui coûte très cher. Et donc forcément, c'est toujours le même problème. Le même problème, c'est qu'on a difficilement accès à ces aides techniques parce que c'est cher et ça crée un frein. En fait, la moyenne des aides techniques, on a eu à peu près 500 dossiers. La moyenne des aides techniques, c'est à peu près 1 300 €. Donc c'est cher, bien évidemment, mais c'est quand même assez raisonnable. C'est moins cher que de réaménager sa salle de bain, bien évidemment. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une aide technique au moment où on en a besoin, parce qu'on va aller chez l'assistante sociale, faire un dossier, etc. C'est toute une démarche qui peut prendre du temps, et la personne en a besoin à l'instant où vraiment elle a une fragilité qui vient s'installer, et le fait de ne pas pouvoir manger ou se déplacer, ça va créer une autre dépendance, ça va créer d'autres fragilités qui pour le coup vont rendre la personne dépendante. C'est vraiment de la lutte contre la dépendance de la personne. Donc une équipe d'ergothérapeutes vient, essaye le matériel, cherche le financement et met en place le dispositif. Et comme on est dans le réseau mutualiste, et la mutuelle de la Corse a mis en place, nous a permis de mettre en place le tiers payant. Donc ça, c'est un frein qu'on a levé et qui fonctionne très très bien. Et donc les personnes peuvent ainsi bénéficier de leur dispositif. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, nous allons aborder tous les sujets que vous avez évoqués, Mme Nigaud, Mme Gallo-Lavallée. Nous allons continuer la présentation avant de laisser, pourquoi pas, place à une question, si vous en avez une. Pourquoi pas, M. Michel Espella, directeur délégué de la stratégie et de la qualité au sein de l'ARS, l'Agence régionale de santé de Corse. Donc concrètement, quel est le rôle de l'ARS au sein de la Silver Economy? Eh bien, écoutez, bonjour, merci. Écoutez, mesdames, je suis bien embêté parce que mine de rien, vous avez coché toutes les cases du loto. C'est bien sorti. Donc oui, effectivement, donc, bien entendu, vous avez pu le voir, effectivement, nous sommes partenaires effectivement, sur tout ce périmètre, sur tout ce champ. On a des champs de compétences qui sont partagés, mais effectivement, on travaille beaucoup main dans la main sur ce sujet
inhérents effectivement au bien vieillir, à la cyberéconomie, qui sont un sujet extrêmement important. Vous l'avez très bien dit en préambule, nous sommes sur une courbe des âges, effectivement, qui clairement s'élargit de plus en plus sur la partie supérieure, et encore, c'est d'autant plus vrai. On a une accélération nous par rapport à ça, donc il est certain que c'est une donnée importante qu'il faut intégrer dès à présent, déjà dans l'approche sociétale que l'on peut avoir, mais aussi sociale, et après de plus en plus près des territoires. Donc nous, effectivement, en tant qu'agence régionale de santé, on a pour but, effectivement, grosso modo, de porter un cap à ce niveau-là, une stratégie, la décliner, et du coup, mettre en œuvre toute synergie avec les différents acteurs présents sur le territoire pour mettre cela en œuvre avec perspicacité et efficacité, mais surtout au plus près du territoire. Donc par rapport à ça, nous avons une sorte de bible qui est le projet régional de santé, et nous sommes actuellement sur une nouvelle version, et dans cette nouvelle version, il y a notamment une déclinaison territoriale beaucoup plus prononcée que par le passé. Parce que, comme l'avait dit, nous sommes une montagne, donc d'un territoire à un autre, nous avons des différences fondamentales, à tous les niveaux, que ce soit en termes de logistique, en termes de ressources, et de services qui sont proposés. Donc ça, du coup, est à prendre en compte. Donc par rapport à cela, donc au regard effectivement de ce projet régional qui est mis en œuvre, des actions sont déclinées avec différents thèmes, dont un qui est le fait de parcours bien vieillir, qui prend en compte effectivement de tout le cycle de vie effectivement inhérent autour du bien vieillir. Cela sous-entend effectivement lorsque les personnes arrivent dans les structures, comment elles sont orientées, comment elles sont accompagnées, comment on peut leur faciliter littéralement la vie au jour par rapport à ça, mais surtout, et cela vous l'avez dit, le fait de vivre chez soi, avec décence, etc. Honneur et respect, c'est quand même une des choses les plus fondamentales en tant qu'être humain, et on se doit effectivement d'aider nos anciens par rapport à cela. Et cela se traduit par différents moyens, c'est effectivement les accompagnants en finançant des dispositifs sur le territoire. Vous avez parlé notamment de projets d'innovation en santé, avec notamment la fédération de la CIS coordonnée, donc les déclats typiquement. Donc on est carrément dans ce cadre-là, mais aussi des innovations avec par exemple la faculté de Corse, des centres de formation et autres, portés véritablement en fait des innovations numériques, notamment qui permettent de remonter des données de santé au sein de l'espace santé, etc. Et c'est quelque chose en fait qu'il est important d'aborder dès à présent, parce que très clairement la cyberéconomie est vue comme une future leader. Donc si on ne fait pas attention à ça, les industriels, notamment des GAFAM, se positionnent très clairement là-dessus. Donc si clairement on n'occupe pas cet espace-là, si on ne le régit pas, d'autres le feront pour nous. On parle au niveau de nos anciens. Donc effectivement, en tant qu'ARS, on se doit effectivement de donner un cadre par rapport à ça et de faire en sorte qu'on avance tous dans ce sens pour effectivement apporter une véritable valeur ajoutée à nos anciens. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation. Nous avons envie de continuer, comme ça nous clôturons les présentations et ainsi passer à un véritable débat d'idées entre nous. Alors nous allons demander à Joël Ciavallini, qui est chef de projet, de nous présenter l'association ACEPT, votre objectif et comment vous concrétisez vos actions dans le secteur de la cyberéconomie. Oui, merci. Alors l'ACEPT, c'est une association. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ACEPT, c'est l'association pour la santé, la prévention, l'éducation sur les territoires de Corse. Donc l'ACEPT, c'est une association qui a été créée par les caisses de retraite, principalement la MSA et la CARSAT et qui a pour mission de mettre en place sur le territoire des actions à destination du public. Alors, je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà. Du public donc de 20 ans avec 40 ans d'expérience, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Bon, on a tendance aujourd'hui à intervenir un petit peu en amont, puisqu'on s'adresse à des plus de 55 ans. Sachant que nous faisons de la prévention, et faire de la prévention, plus on agit tôt et mieux ça marche. Et donc l'ACEPT organise, donc avec l'aide, c'est, j'allais dire, un outil de la collectivité. On a parlé du programme Bien Vieillir. Nous sommes donc un des acteurs du programme Bien Vieillir sur toute la Corse, et notamment dans les territoires les plus reculés. Et quand je dis les plus reculés, c'est vraiment les plus reculés, c'est-à-dire où on n'arrive pas à aller en voiture, à passer un temps fou sur les routes. Bref, pour apporter de l'animation auprès de ce public, et de l'animation, c'est toutes les actions qui permettent de reculer la perte d'autonomie. On lutte contre la perte d'autonomie, en proposant des animations, des actions sur la mémoire, le bien-être, le numérique. Alors là, maintenant, on a beaucoup d'actions sur le numérique parce qu'effectivement, on se rend compte que
Si on ne sait pas utiliser le numérique, on est perdu, puisqu'on a une injonction aujourd'hui de tout savoir faire l'ordinateur. Donc les publics seniors ne sont pas forcément acculturés à se... Sensibiliser. Et sensibiliser Les aussi. sensibiliser et puis leur apprendre à utiliser l'outil, surtout. Comment on peut faire ces démarches administratives en ligne. Aujourd'hui, c'est incontournable. On fait aussi des actions autour de la sécurité routière. Alors là, c'est avec le service de l'État, la préfecture, on croit des appels à projets. Avec l'ARS, évidemment, sur la nutrition, l'activité physique. On a à peu près une soixantaine d'actions sur toute la Corse dans l'année. Pour un public, en 2022, on a touché près de 1000 personnes. Rien qu'avec votre association. Voilà, c'est ça. On fait appel à des intervenants professionnels extérieurs. On est deux salariés dans la structure, mais nous avons 25-26 intervenants, donc que ce soit des psychologues, des sophrologues, naturopathes, des personnes qui font de l'activité physique adaptée. Chaque des intervenants en numérique, évidemment, des professionnels du numérique, chaque thématique a donc son professionnel Attitré. et y compris pour des personnes qui ne seraient pas encore acculturées à certaines thématiques, nous mettons en place des formations. Donc tous les intervenants sont corses, en tout cas résident sur le territoire, et donc dans toutes les Bonifacio à Lourdes et oui, je crois que le plus c'est Le plus Ersa, c'est la commune de Ersa. non, on ne va pas. Pas encore. Pas encore. Tous les ans, nous changeons de... Non, enfin, non, alors, d'accord. Arrêtez de me reprendre parce que je dis tous les ans, et elle me dit tous les 2 ans, parce que c'est vrai que les programmes de la collectivité, les appels à projets sont sur 2 ans. Elle est précisée. Il n'empêche que, sur ces 2 ans, on change de territoire voilà, systématiquement. Et je vais quand même préciser que nous n'avons pas que le programme de la collectivité, nous répondons à d'autres appels à projets, ce qui nous permet aussi d'intervenir donc, sur les plus de 55 ans et pas forcément sur les 60 ans. Merci pour cette présentation. Rapide, hein, mais bon. Oui, non, mais vous inquiétez pas, après, nous allons revenir sur différents sujets. On va terminer avec donc une reste de personnes. Nathalie Mani, responsable du pôle établissements sociaux et médico-sociaux au sein de l'ADMR 2B. Alors, nous allons nous présenter l'ADMR 2B, les différents services que vous proposez dans le cadre de la Silver Economy. Donc l'ADMR 2B, en quelques chiffres, c'est 27 établissements sociaux et médico-sociaux, dont 24 services d'aide et d'accompagnement à domicile, 3 services de soins et une équipe spécialisée Alzheimer. On accompagne à peu près 5000 personnes et on emploie 850 salariés. Donc le défi de notre établissement, il est évidemment, comme toutes les associations de services à domicile, c'est d'améliorer le quotidien des personnes que l'on accompagne. Maintenant, pour bien accompagner nos aînés, puisque principalement ce sont notre public, il faut aussi bien accompagner nos salariés. Et le défi majeur de notre secteur d'activité, c'est de fidéliser les salariés, de multiplier des innovations autour du management, de l'accompagnement, de l'encadrement. Et c'est vrai qu'au sein de l'ADMR, on a innové, on a mis en place une cellule d'appui pour les intervenants qui est composée d'une psychologue, de coordinateurs de parcours, d'encadrants, d'éducateurs spécialisés, d'ergothérapeutes, d'infirmiers, de psychomotriciens. Et l'idée, c'est que pour chaque situation difficile, préoccupante, rencontrée par les salariés d'intervention, ça remonte à cette cellule qui se réunit mensuellement et qui propose des solutions sur mesure adaptées avec une approche pluriprofessionnelle qui mettent finalement les salariés au cœur d'une équipe, parce que les salariés d'intervention travaillent en milieu ouvert, elles sont seules au domicile et elles ont ce besoin d'appartenir à une équipe. Alors toujours dans cette même logique d'accompagnement et d'encadrement de nos équipes d'intervention, on a également conventionné avec des médecins, 3 médecins qui réalisent des supervisions formations à partir d'études de situation. Donc
Donc il y a le docteur Pancrate, qui est responsable de l'unité du centre mémoire sur le 2A et 2B, spécialisé en maladies neurodégénératives. Le docteur Venturini, qui est gériatre, responsable de l'unité de soins à Corté. Et on a également sollicité un psychiatre, le docteur Ludovic, qui est partie prenante pour ce nouveau dispositif. Et donc ces supervisions, formations, elles se font tous les trimestres, elles permettent un moment d'échange privilégié entre les équipes d'intervention et les médecins. Alors ça permet de valoriser ce secteur d'activité qui est souvent peu attractif et in fine d'apporter des réponses à des questionnements toujours plus complexes. C'est également l'occasion d'échanger ces pratiques entre professionnels. C'est aussi une instance qui permet de décompresser et de faire une parenthèse, de prendre du recul face aux situations difficiles de ce secteur d'activité. Donc pour rejoindre un petit peu ce que disait M. Spey, on s'est également engagé dans le SMS numérique pour faciliter la communication et les échanges entre nos services, les professionnels d'intervention, l'ensemble des partenaires sociaux et médico-sociaux, et puis de faciliter aussi les échanges avec les médecins de ville et les services hospitaliers. Donc voilà, nos innovations, parce que évidemment on a vraiment les mêmes objectifs d'améliorer le quotidien des personnes vulnérables, mais nos innovations, elles sont vraiment tournées autour des métiers pour attirer ce secteur d'activité, enfin les professionnels dans ce secteur d'activité, et puis les fidéliser, et voilà. Merci pour cette présentation. Nous allons clôturer cette première séquence de présentation avec Livia Perfettini, directrice de service au sein de Cap Solidaire, qui remplace M. Gérald Simon-Jean, qui est directeur général. Alors, votre directeur nous a fait une belle présentation ce matin, mais peut-être nous rappeler le rôle de votre association au sein de la Silver Economy. Oui, tout à fait. Mais alors moi, je vais intervenir sur tout le territoire de la Haute-Corse. Et ce que j'ai envie de dire pour aller à l'essentiel, c'est que maintenant, on réfléchit plus en termes de parcours. Parcours pour la personne senior ou vieillissante ou fragilisée et ou en situation de handicap. Mais tout ça ne peut évidemment pas faire l'abstraction, comme tu disais Nathalie, du volet des professionnels de terrain. Donc il y a toute une partie effectivement accompagnement, management renforcé, l'amélioration de la qualité de vie au travail, parce que in fine, le résultat, c'est la prise en charge, l'accompagnement, et le but étant bien sûr, c'est leur volonté, leur souhait de rester le plus longtemps à leur domicile. Alors charge à nous de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions, donc avec différentes justement actions qu'on peut mettre en place. Donc on intervient aussi dans le cadre du bien vieillir, sur différentes thématiques. Alors, il y a quelques années, on avait fait justement un atelier sur l'informatique, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à faire en sorte que les personnes se mobilisent. Donc, on rencontre aussi cette problématique-là. Comment mobiliser les personnes autour des actions que nous voulons mettre en place. Après, dans le cadre de justement mon espace santé, on a sensibilisé donc, des intervenantes qui interviennent donc, au domicile des personnes, dans des territoires très reculés aussi, mais pas que, pour justement leur permettre d'appréhender l'outil, de savoir s'en servir au mieux. Après, voilà, pour l'instant. C'est très bien. Nous allons passer donc à quelques échanges. Peut-être une question déjà, si quelqu'un voudrait poser une question à un de nos intervenants particuliers. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer. Je voulais vous dire déjà, en préparant cette table ronde, en discutant avec Jean-Michel, Nicole, Julie Paganel, je discutais hier avec Madame Gallo-Lavallée. Finalement, je me suis positionné de manière personnelle. Je me suis dit, bon, Silver Economy, c'est cosa sua qui s'y lui. Lorsqu'on définit bien tous les termes, finalement, on se rend compte qu'on est toutes et tous touchés, indirectement ou directement. Concernant la Silver Economy, concernant nos anciens spécifiquement, bon, je prends l'exemple de mes grands-parents. Je vois que ma grand-mère, par exemple, qui est plus âgée que mon grand-père, ne touche plus, reste à la maison. Quand ma beau-part faire les commissions et les courses, bon, elle est seule à la maison. Mais ce que j'entends, ça me rassure, parce que peut-être que c'est dans sa manière de concevoir le bien vieillir, sûrement, le fait d'être casanière, de s'occuper de sa maison, de faire ces choses. Alors je vais vous demander concrètement, vous qui êtes des acteurs de terrain,
Eh bien, qu'est-ce que c'est finalement bien vieillir selon vous? Est-ce que c'est de l'accompagnement spécifique? Est-ce que c'est respecter les choix de nos anciens? Et si oui, comment les accompagner à notre manière sans perturber leur cadre? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole peut-être à ce sujet? Peut-être des acteurs de terrain, tenez. J'ai envie de dire, effectivement, respecter au maximum leur choix de vie. Après, c'est vrai qu'il y a la notion, je dirais aussi, de dignité, parce que bien qu'on soit, enfin, je parle pour moi, les acteurs du domicile, le domicile à tout prix, non, en fait. Il faut savoir les accompagner, les orienter à un moment donné, d'où la notion de parcours, en fait, qui est primordiale à l'heure actuelle. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je vais rajouter quelque chose. Tout à fait, je vous rejoins tout à fait. En fait, c'est vieillir, enfin, c'est pas vieillir, c'est être un être humain, quel que soit son âge, et qu'on respecte ses besoins, et surtout qu'on lui donne les moyens, enfin, pas tellement les moyens, c'est qu'on lui donne la possibilité de dire ce dont il a envie et ce qu'il veut faire. Si tu as envie de rester à la maison, tu restes à la maison. Si tu as envie d'être isolé, c'est pas parce qu'un professionnel du soin, du social, du médico-social va te dire mais madame Indel, je trouve que c'est pas bien, elle est isolée. Sinon, peut-être qu'elle se sent. Ça, c'est comme quelqu'un qui est bordélique, peut être bordélique et puis être bien dans son bordel. Donc, je vois pas en quoi ça va venir. Voilà. Par contre, on tombe sur un professionnel qui est hyper carré, qui est hyper maniaque, et il va dire oh là là, vite, il y a un signalement, parce que là, il y a le syndrome de Diogène qui se pointe. Vous savez, ce syndrome de Diogène, tout le monde en parle, et souvent, c'est mis à toutes les sauces. Voilà. Donc, ça, c'est respecter, c'est ce que je disais tout à l'heure, non pas seulement leurs besoins, mais leurs attentes et leurs préférences. Et moi, je fais toujours référence à un bouquin que j'ai bien aimé, de Colette Aymar, qui est connu, qui est auteur, qui date de 2010. C'est les vieux, sont-ils forcément fragiles et vulnérables? Voilà, c'est tout. On se pose la question. Parce qu'à force de vouloir mettre en avant la vulnérabilité, la fragilité, du coup, on surmédicalise et on accompagne trop, mais sauf que, en fait, on a peut-être aussi tout simplement, enfin, en tant que personne vieillissante, et avant même d'avoir 60 ans, c'est-à-dire dans son programme de prévention, c'est-à-dire je prépare ma vieillesse, on va dire, hein, parce qu'on peut dire aussi vieillesse, hein, mon avancée en âge, voilà, c'est de dire, voilà, lutter contre l'agisme qui est très discriminatoire, c'est aussi laisser la possibilité et la parole aux citoyens lambda. Nathalie, peut-être Mamie, pour la dernière donnée. On parle beaucoup de domicile, alors évidemment je vous rejoins sur le fait de s'adapter au domicile, s'adapter aux volontés des personnes qu'on accompagne. Après on parle beaucoup de domicile, mais quid de l'extérieur, parce que on a une recommandation de bonne pratique qui est d'ouvrir notre établissement vers l'extérieur. Donc comment on ouvre le domicile vers l'extérieur? C'est un des challenges aussi des services à domicile, c'est comment sortir la personne de son domicile, comment construire un réseau de proximité autour du domicile. Et c'est effectivement ces nouveaux métiers qui arrivent, qui sont des coordinateurs de parcours, qui travaillent donc avec l'ensemble des partenaires de proximité et qui permettent justement d'ouvrir la personne dans son environnement extérieur aussi. C'est pas forcément de travailler un projet à l'intérieur et au domicile. C'est d'ouvrir. Voilà. Alors, je vous ai demandé comment bien vieillir. Là, maintenant, je vais vous demander finalement comment bien accompagner nos anciens dans le cadre de l'ESS et dans le cadre de cette silver economy qui finalement est un terme assez large, mais qu'on pourrait définir très concrètement. Alors, je m'adresse à l'association ACEPT qui est sur le terrain et puis à l'UMCS aussi au niveau des moyens plus institutionnels, je dirais. Le niveau humain plus ACEPT, le niveau de ce que vous proposez comme service, et l'UMCS plus au niveau de l'institutionnel et des moyens mis en place. Oui, alors... Pour l'accompagnement. Hein. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors ce que je n'ai pas dit peut-être, c'est que nos actions sont complètement gratuites, donc c'est quand même important, parce que c'est ouvert à tous. Toutes les personnes, à partir du moment où elles ont atteint cet âge et qu'elles ont besoin de participer à nos ateliers, peuvent le faire complètement gratuitement. Et partout, hein, comme je l'ai dit, on peut peut-être pointer une difficulté, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de capter, de faire venir. Bon, il faut quand même dire que nous, on est sur la prévention et qu'on est donc sur un public relativement jeune, en fait. Très retraité, on dirait. Et autonome surtout, et tu as raison de préciser autonome. Un exemple sur des personnes qui n'ont pas de problème de santé,
voilà, qui leur permettent quand même d'agir encore. Et c'est bien pour ça qu'on agit de plus en plus tôt pour effectivement prévenir. Donc on met à disposition des personnes formées gratuitement et on fait appel, là on a tout un réseau de partenaires pour ce qui est de la communication et de ça, de l'utilisation de locaux, des mairies en priorité, hein. La plupart du temps nos partenaires essentiels sont les mairies qui mettent des locaux à disposition pour qu'on puisse aller vers ces personnes, donc sur leur territoire, hein, sur leur commune, pour pouvoir les accompagner de cette façon. Avec toute une communication, parce que ça c'est important aussi, le faire savoir, parce que si on fait des choses et qu'on ne le fait pas savoir, c'est inutile. Toute une communication, que ce soit par la presse, les réseaux sociaux, les acteurs de terrain, une coordination avec les autres acteurs pour pouvoir toucher le maximum de personnes et les accompagner. Madame Gallo-Lavalier, du coup, au niveau de l'UMCS, qu'est-ce que vous proposez finalement pour bien accompagner? Alors, vous nous avez expliqué une de vos innovations, le fait d'accompagner avec un ergothérapeute et une assistante sociale, entre autres. Est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que les services actuels, finalement, sont devenus un peu monotones, entre guillemets, qu'il faut innover dans ce sens-là? Alors, innover, il faut innover tout le temps. Le vieillissement, c'est un processus qui commence par la naissance, mais presque. Et dans le vieillissement, on se trouve confronté à la Silver Eco. La Silver Eco, qui est l'économie des cheveux gris, et dont on parle parce que c'est une activité qui peut être extrêmement lucrative. Et le risque des dérives qu'on est en train de subir, dont on est en train de subir les conséquences, nous qui sommes les acteurs du médico-social et du social, eh bien c'est une image dégradante qu'on a des accompagnements qui sont faits des personnes âgées, en établissement notamment. Et on est un peu dans la crise en ce moment de cette réalité qui est en EHPAD, il y a de la maltraitance, il y a des choses qui se passent, on limite, on restreint, etc. Donc il y a cet accompagnement-là qu'il faut tous les jours remettre en cause et dire pourquoi on est là en tant qu'acteur associatif ou en tant qu'acteur mutualiste. C'est bien pour accompagner différemment les personnes. Je prends l'exemple d'un secteur que l'UMCS gère, c'est les centres dentaires ou des centres optiques, qui sont quand même des centres marchands, donc on peut se dire la mutualité, tiens, elle fait un peu d'argent. Non, c'est vraiment, on est dans l'économie sociale et solidaire, dans le sens où comme il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'actionnaire, les profits, les bénéfices sont reversés dans l'accompagnement qu'on fait des personnes. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de mettre à disposition un dentiste plusieurs journées ou demi-journées pour des personnes handicapées ou dans des EHPAD, parce qu'on est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et que le profit n'est pas celui de la monnaie, mais celui de l'accompagnement des personnes. Donc c'est en ça que je pense qu'on est, notre cœur, il est là, et c'est le cœur de notre action. Monsieur Michel Spella, directeur délégué de la stratégie de la qualité au sein de l'ARS. Alors, vous parliez juste avant que vous étiez là pour un peu cadrer tout ce secteur de la silver economy. Ben justement, comment cadrez-vous peut-être l'accompagnement de nos anciens dans ce cadre-là? Par différents biais, par différents moyens. Il y a effectivement dans le cadre de ce projet de la santé, qui est effectivement la définition du coup régional, effectivement des schémas un peu nationaux, mais qui prend en compte effectivement les aspects territoriaux. Hein. Vous avez pu voir que typiquement, il y a quelques mois, au lieu du Conseil national de la refondation, c'était aussi des organes d'écoute qui devaient remonter du terrain. Donc effectivement, du coup, ce projet de santé croise un petit peu tout cela. Et en fait, du coup, par rapport à la déclinaison en action, c'est là qu'effectivement qu'on met en œuvre ces différents dispositifs, ces différents programmes, ces différents appels d'offres, accompagnement projet, accompagnement qualité auprès des différents acteurs et établissements de santé pour justement accompagner donc, la silver economy au sens large, que ce soit sur les aspects effectivement financiers, méthodologiques, de moyens, de ressources, mais aussi technologiques. Est-ce que vous tous et toutes et tous, vous rencontrez des difficultés à recruter au niveau du personnel pour justement accompagner au mieux les bénéficiaires qui sont les personnes âgées? Oui, on l'a vu tout le long de la journée. Hein.
il y a un écart entre ce qui va se passer demain au niveau de l'augmentation des personnes âgées et le fait que ce secteur d'activité est de moins en moins attractif. Alors après, voilà, c'est pour ça qu'on se pose tous des questions, enfin les bonnes questions pour justement mettre en place des nouveaux dispositifs qui soient valorisants pour les salariés d'intervention, qui soient aussi rassurants pour les salariés, parce que c'est pas facile d'intervenir à domicile. Il y a une culture du domicile qu'il faut vraiment appréhender. C'est pas facile, toute une journée de papillonner de maison en maison, de devoir s'adapter de personne en personne. Et donc il y a un vrai accompagnement en termes de formation. Et voilà, il y a effectivement de vrais enjeux autour de l'attractivité des métiers, mais aussi autour de la lutte contre le turnover aussi. Enfin voilà, il y a tellement d'enjeux autour des métiers qui touchent la cyber-économie que voilà, il faut qu'à un moment donné, tous, effectivement, on se pose. Alors il y a effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Marité, le problème des salaires qui pose effectivement des difficultés en termes d'attractivité, mais il y a l'image qui est très mauvaise au niveau du secteur d'activité. Moi, j'entends encore quand même quelques partenaires parler d'aide ménagère. Il y a quand même des difficultés qui sont même inhérentes à nos professions, notre secteur, même de l'économie sociale et solidaire. Moi, quand certains partenaires m'appellent en disant la femme de ménage n'est pas venue, bon, voilà, on a une image très, très, très mauvaise du secteur, et pour autant, les salaires, avec l'avenant 43 qui a quand même vraiment bouleversé le secteur de l'aide à domicile, et qui n'est pas si mauvaise que ça. Voilà. Donc il faut changer quand même des mentalités. Un salarié qui travaille à CAP, l'UMCS ou la DMR n'est pas moins payé qu'une secrétaire de mairie. Pour autant, elle a cette image négative qui lui colle à la tête. Alors vous avez soulevé le problème, une problématique de la valorisation de ces métiers-là, justement. Alors, je vais peut-être en dégager deux axes et on en discutera tous ensemble. Je pense que le premier, c'est peut-être un changement de mentalité qui doit être opéré, parce que je pense qu'il y a malheureusement encore une espèce de stigmatisation par rapport à ces métiers-là. Et justement, dans le deuxième axe, c'est l'axe plutôt au niveau de la formation que l'on propose à des gens. Peut-être leur expliquer qu'un des facteurs qui va jouer pour choisir ces métiers-là, c'est peut-être aussi le facteur de l'épanouissement personnel. Parce que, bien évidemment, on peut avoir un salaire égal, une place, un emploi. Attention, je ne vise pas ces métiers-là, mais des fois, dans un bureau, ça va être plus compliqué que d'aller à la rencontre des gens, car on s'épanouit personnellement. Et au vu des chiffres que l'on peut avoir sur les burn-out au travail, la dépression au travail liée à la sédentarité, peut-être utiliser cet axe-là de l'épanouissement personnel, de la formation, de la non-stigmatisation, pour essayer de rendre attractifs ces métiers-là. Peut-être Madame Nigaud, il faut que vous voulez répondre. Oui, alors, en fait, on est, je crois, sur plusieurs niveaux. D'abord, il n'y a pas qu'un niveau de rémunération, parce que, honnêtement, moi qui suis issue du soin, dans le soin, si on regarde, on n'est pas mieux payé. Dans le secteur de l'hôtellerie, est-ce qu'on est mieux payé? Certainement pas. Alors, il y a cette notion à la fois de réflexion qu'il faut avoir tous ensemble, sociétale. C'est-à-dire, on est sur une évolution, c'est-à-dire que les générations d'aujourd'hui. On l'a vu ce matin dans le schéma que montrait Madame Genovese, je crois, où on avait en fait le grand écart entre les gens qui vont partir à la retraite, qui sont là aujourd'hui dans l'opération, sont des opérateurs d'accompagnement au domicile des personnes, et puis ceux qui arrivent sur le marché, il y en a très peu, quoi. Donc c'est se poser la question, pourquoi? Alors pourquoi
une évolution qui a fait qu'il y a une pénibilité à la fois physique et psychique. On touche, alors, je ne pense pas que ce soit uniquement parce qu'on touche la personne âgée, peut-être aussi, il y a certainement aussi de ça, parce que comme je disais tout à l'heure, on a relégué, en fait on est passé, moi par rapport, je prends toujours mon exemple, enfin ma vie, c'est que ce que j'ai connu, ce qui étaient les anciens chez nous, une courte, c'est que c'était, elle faisait partie intégrante de la communauté, de la cité. Maintenant, quand on parle, par exemple, je parle de l'habitat inclusif. C'est quoi l'habitat inclusif? En fait, c'est ce que j'ai connu, moi, l'habitat inclusif. C'est-à-dire qu'on était tous les portes ouvertes et chacun aidait l'autre. Voilà, c'était avec des querelles, des conflits, bien entendu. On connaît la Corse, on est plutôt sanguin, on est vraiment des bons méditerranéens de l'extrême sud. Mais je veux dire que c'était une communauté au sens vraiment de la vie, de la cité. Voilà, donc du coup, on revient un petit peu, je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion, et on aurait dû l'avoir, parce que c'est déjà trop tard, là, quand on annonce les chiffres du vieillissement, en Corse notamment, eh ben, pour moi, c'est presque, je dirais, c'est presque trop tard. Alors après, je rejoins, et je précise aussi, du coup j'en profite, parce que M. Spey l'a dit, nous travaillons de concert, la collectivité de Corse et l'Agence régionale de santé, je pense notamment aux actions du bien vieillir, qui sont au sein de la conférence des financeurs à la prévention de la perte d'autonomie, qui est présidée par la collectivité de Corse et vice-présidée par l'Agence régionale de santé, avec tous les acteurs. Ça, on a commencé dès le lancement, ce sont des financements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dès 2016. Et après, en 2018, la collectivité de Corse, donc unifiée, a effectivement continué, et on a bien vu la montée en puissance, parce qu'il y a vraiment une réalité de besoins et de demandes, mais tant de la part de l'usager que des professionnels, hein, parce que des professionnels, on parle des professionnels, qui sont en grande difficulté. Donc c'est cette réflexion-là, pourquoi est-ce qu'un jeune aujourd'hui, il ne va pas aller vers ses métiers, on se pose la question, essayons de... Voilà, est-ce que... Alors, Joël Chaoli, peut-être un élément de réponse? Oui, enfin, moi, je maintiens, je l'ai déjà dit, mais il me semble qu'il y a 20 ans, je le disais déjà, puisque dans une autre vie, j'ai travaillé dans le secteur de l'aide à domicile. Il y a un déficit d'image, on l'a dit, mais enfin, il faut insister auprès des jeunes, enfin, du public, mais aussi auprès des anciens. Parce que quand on dit que la personne âgée attend sa femme de ménage, c'est parce que pour elle, c'est une femme de ménage. Alors pourquoi c'est une femme de ménage? C'est parce que la communication est mal passée. Donc l'évaluation était mal faite. Enfin, je veux dire, il faut quand même se remettre en question aussi. Donc le déficit d'image, pour moi, est un des critères. Bon, j'aurais parlé aussi de la rémunération, mais bon, apparemment, il y a quand même un effort qui a été fait. Il faut quand même dire que ce sont des métiers où les gens travaillent la plupart du temps à temps partiel aussi, hein, on l'a dit ce matin, qui ne sont pas attractifs pour ça aussi. Travailler à temps partiel. C'est quand même souvent un temps partiel choisi. Hein. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas rebondi ce matin, mais bien le croire. Écoutez, nous, on fait des enquêtes de satisfaction et on a tellement de mal au niveau des ressources humaines, croyez-moi, que les temps complets, on les attend, quoi. On demande à tous nos salariés d'augmenter leur temps de travail pour pouvoir répondre aux carences liées aux accompagnements. On n'arrive pas à accompagner l'ensemble de nos bénéficiaires. Donc il y a un vrai déficit en termes de RH. On a affaire à des personnes qui choisissent en temps partiel parce que la vie de famille n'est pas non plus compatible avec le métier. Mais voilà, c'est aussi quand on termine à 6 heures. Venez de le dire, choisissent parce que c'est pas compatible. Mais oui. Donc, mais c'est parce que le profil du salarié, c'est celui-ci. Enfin voilà, après. Peut-être c'est la réalité, mais bon, en même temps. Oui, c'est une réalité. Bon. Oui, en fait, je pense que. Enfin, je te rejoins là-dessus complètement. En fait, on s'adapte en fait à ce que le salarié peut faire, ou la salariée, hein, le plus souvent. Mais effectivement, le temps plein est recherché puisque on a du mal à honorer la prestation.
Voilà, c'est vrai que c'est très très compliqué, mais c'est comme ça. Enfin, c'est choisi dans ce sens-là. C'est-à-dire que, oui, j'entends ce que vous dites. Hein. Elle n'a pas le choix parce que, mais... moi, pour avoir géré des plannings, faire un temps plein, une salariée qui forcément va faire plusieurs domiciles, enfin, c'est rare qu'elle fasse le temps plein chez une seule personne. Déjà, ça pose problème. Oui. Non, mais c'est sûr, de toute façon, les avis sont de toute façon partagés, c'est normal. Enfin, voilà, c'est normal. Maintenant, c'est vrai que, pour rejoindre un petit peu ce que Liv disait, c'est vrai que les salariés sont souvent des salariés de femmes qui ne veulent pas travailler le mercredi, qui, pendant les vacances, alors après, il y a aussi tout plein de difficultés par rapport aux problèmes de garderie. Il n'y a pas tout le temps des centres de loisirs dans les micro-régions dans lesquelles on embauche. Donc c'est plurifactoriel. On peut pas, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une faute des uns ou des autres. C'est un problème global, mais qu'il faut régler de manière globale et pas par le petit bout. C'est un peu comme la mobilité ce matin. Une solution, c'est plusieurs réponses. Je me permets de préciser, pour aller dans l'autre sens aussi, c'est que en fait, ces interventions sont soumises, sont contraintes par l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est une aide qui est donc portée par la collectivité, puisque c'est son champ de compétences médico-social, mais on est dans un cadre national, on est dans un cadre de gouvernance. Alors, ça reste insuffisant, parce qu'en fait, c'est en nombre d'heures mensuelles. Et les heures mensuelles, après, il faut les répartir, parce que les mois en 30 jours, les journées en 24 heures. Et j'y pense parce qu'on parle maintenant des plateformes de répit. Je pense à ce public des aidants qui sont de plus en plus jeunes ou qui ont plus de 60 ans et qui s'inscrivent aussi dans cette problématique-là. C'est qu'à un moment donné, et oui, double peine. Et certains encore en activité professionnelle à gérer un aidé. Donc ça reste, tout ça c'est assujetti au financement et qui fait que nous nous inscrivons dans un cadre national. Donc, comme on est dans un cadre national, on ne peut pas aller au-delà. Donc c'est à revoir aussi de façon, comme je disais, fondamentale dans tous les domaines. Alors quand on évoque un sujet qui nous touche à toutes et à tous, et bien évidemment le temps malheureusement passe vite, alors on va passer à la dernière partie. Selon vous, quels sont les enjeux et les perspectives de l'ESS au sein de la Silver Economy? Peut-être Madame Gallo-Lavallée, les prochains enjeux et perspectives à venir avec cette population qui va vieillissante, qui va dépasser les 20 millions d'ici quelques années. Eh bien, les enjeux, merci de m'avoir laissé la parole. Mais c'est obligé de société, il va peut-être répondre avant. Je vais être succinct pour pouvoir laisser le champ à mes collègues. L'enjeu, c'est qu'un EHPAD sera plus un EHPAD, ce sera un endroit vraiment de fin de vie, alors que maintenant c'est un endroit encore de lieu de vie où on a une pluralité de population, donc c'est vraiment d'en faire le tiers-lieu, etc. Une personne maintenant, quand on aura maintenant, on accueille encore nos parents, après ça sera la génération du dessous, après la mienne. Donc voilà, ça va venir vite, comme vous dites, et les personnes qu'on accueillera dans nos établissements ne seront plus du tout les mêmes et n'auront absolument plus du tout les mêmes besoins. Alors je vais rebondir sur D'ici 20 ans, je pense que la conception de la vie et de la personne qui sera accompagnée ne sera plus la même que celle d'aujourd'hui. Alors je veux rebondir sur ce que vous avez dit. Non, c'est très intéressant justement. Vous avez évoqué le fait d'en faire des tiers-lieux. Je vais vous expliquer un exemple concret de ce qui vient d'être dit. À Corté, l'EHPAD Ouzérène a mis à disposition ses locaux du rez-de-chaussée pour l'association Pratigalingua à Corté. Et dans la convention, il est stipulé que les résidents de l'EHPAD Ouzérène doivent être des moteurs de formation en langue corse au sein de Pratigalingua et vice-versa. C'est-à-dire que Pratigalingua devra former le personnel soignant de l'EHPAD Ouzérène et les résidents de l'EHPAD Ouzérène sont des véritables formateurs de langue corse à destination du grand public.
Alors, peut-être qu'un des enjeux, des perspectives que nous pouvons évoquer, et ça, la collectivité de Corse, bien évidemment, s'inscrit pleinement dans ça, est-ce que la langue corse, finalement, peut être un facteur important, très important, de la silver economy à venir, Madame Nigaud? Oui, pour moi, ça va de soi. Et quand vous parlez de cet exemple, ben moi, je pense à l'EHPAD hors mur. En fait, c'est ça, c'est ces établissements qu'on nous a imposés, pas toujours, voilà. Parce que là aussi, on est dans une évolution sociétale, et puis ce qui se faisait il y a 30 ans, ou 20 ans en arrière, ben, aujourd'hui, c'est devenu délétère, enfin, c'est plus du tout adapté. Donc, effectivement, la langue corse, ben, c'est le lien social, c'est notre culture, notre identité, c'est ce qui fait ce qu'on a tous en nous, que l'on soit corse d'origine ou corse d'adoption, donc je crois que c'est très important. Et moi, je rajouterais, pour terminer, par rapport à ce que vous disiez sur les enjeux, moi, je parlerais de transversalité entre, pas seulement que les professionnels, pas seulement que les acteurs, mais les institutions, l'usager, les associations, et la complémentarité des fonds. Il existe des fonds mobilisables, mais je crois que c'est ce qu'il faut, on doit tendre vers. Ah, bien sûr, même si on va dire un mot de la fin, il y a toujours la place pour quelques questions. Alors, une question du public. Non, ce n'est pas une question, c'est une remarque, si vous voulez bien. On a parlé aujourd'hui, et c'est pas tout à fait, vous allez voir, c'est pas tout à fait le sujet. On a parlé de l'économie sociale et solidaire et du bien vivre. Et on s'est surtout attaché, et c'est très intéressant de voir tous les dispositifs qui sont mis en place, pour les accompagnements des personnes qui sont en situation de dépendance et de perte d'autonomie. Et c'est très bien, et je crois qu'il faut amplifier le mouvement. Mais on oublie aussi une chose qui est importante dans la silver economy, c'est la capacité qu'ont les personnes qui vieillissent d'apporter à la fois leur expérience, la vie pour la langue corse, mais pas seulement. C'est-à-dire que plus il y aura, et le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi tout le monde associatif, culturel et aussi sportif, et encore d'autres pratiques, par exemple de l'enseignement. Et plus il y aura de place, plus il y aura d'associations proches et développées qui permettront à ces personnes dites âgées de s'investir dans des projets, de mettre leurs compétences et leur expérience au service des plus jeunes. Par exemple, vous avez parlé de la langue corse, mais il y a aussi des accompagnements à l'école, des crèches avec des personnes âgées qui racontent des contes, enfin, et surtout, il y a beaucoup, et heureusement je crois, beaucoup de personnes qui sont vieillissantes, qui s'investissent dans des projets, qui ont une vision de l'avenir qui n'est pas uniquement orientée sur la question de la perte d'autonomie et la dépendance, et que fort heureusement la majorité des personnes âgées ont la capacité encore de s'investir dans la société et de ne pas devenir invisibles ou exclus. Et que ça, c'est la grande force du secteur de l'économie sociale et solidaire qui propose ces espaces. Vous avez parlé des tiers-lieux. Les tiers-lieux, avec leurs propositions pluridisciplinaires, sont des espaces où justement des projets un peu innovants peuvent se mettre en place. Voilà. Je voulais le dire parce que je pense que de trop focaliser le vieillissement sur la perte d'autonomie et même si c'est le sujet, il faut quand même dire aussi qu'il y a autre chose qui est possible. Merci pour cette remarque. Peut-être qui veut faire une remarque, une question peut-être pour terminer? Non, ben écoutez, je vais vous laisser libre cours. Un mot de la fin peut-être pour chacun. Alors on a parlé des enjeux et des perspectives, mais si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. J'ai juste envie de rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, je pense qu'il y a une vision différente à avoir à tous les niveaux en fait. Et de ce fait, des modèles différents se dessinent déjà et vont s'affirmer. Ce qui est important, je pense, c'est on parle beaucoup de partenariat, de coopération, mais foncièrement, c'est très important parce que, in fine, c'est la personne donc, qu'on doit aider au mieux. Voilà, donc c'est vraiment la complémentarité de différentes compétences et qu'on peut retrouver, on l'a vu là, d'après les différents témoignages dans différents domaines d'activité, effectivement. Là, il reste peut-être un dernier mot pour évoquer tous ces enjeux et ces perspectives à venir. C'est que de manière globale,
pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, je pense que ça a été dit en filigrane. Ce qui est important, il l'avait dit Mme Nico, il y avait notamment l'édition des maisons inclusives, ce qu'on a connu en Corse, etc. En fait, si on réfléchit bien, on ne fait que parler d'une seule et même chose, c'est la notion de communauté. La seule différence, c'est que la communauté est différente de ce qu'elle a pu être avant. Là où elle était très locale, très familiale, maintenant elle est beaucoup plus large. C'est l'évolution qu'il y a pu y avoir de société, de démographie, etc. Donc maintenant, on a une approche effectivement beaucoup plus large, qui est recentrée ensuite sur les territoires, sur les proximités, etc. Tout. Et cette notion de communauté, effectivement, dans l'économie sociale et solidaire, est vraiment très importante à ce sujet. Parce qu'on parlait effectivement du coup d'insertion, ça va dans les deux sens. Vous l'avez dit, madame, effectivement, les personnes âgées, certaines personnes âgées souhaitent rester actives, souhaitent transmettre, souhaitent faire des choses, etc. Donc il y a déjà ce sens-là. Là, on est bien d'accord. C'est la majorité des bénévoles des associations. Combien on a qui, effectivement, une fois retraités, on voit des associations, etc. Combien on a de professionnels de santé qui, effectivement, souhaitent encore intervenir et agir? C'est vraiment par rapport à ça. Après, il y a un autre sens, c'est effectivement les personnes en situation d'insertion professionnelle, etc., qui sont ainsi en capacité d'intervenir dans les établissements, dans les EHPAD, etc., pour transmettre, pour s'occuper des espaces verts, bref, les missions sont multiples. Donc effectivement, ce qui est important, c'est que oui, l'individu en tant que tel est important, mais il ne faut pas oublier effectivement la communauté. La community, c'est vraiment ce qui est le plus important, de manière intrinsèque, et c'est ça aussi qui va parler, dans le Corse, permet de transmettre aussi des valeurs. Madame Ciavalini. Alors moi, je reviendrai évidemment sur la place de la prévention, importante, mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il manque un acteur essentiel aujourd'hui, c'est la personne âgée. Et que ce qui est important, je pense, c'est les écouter et répondre à leurs attentes, ce que tu disais tout à l'heure, parce que bon, effectivement, on les écoute plus ou moins, j'allais dire plus ou moins, mais peut-être que cette tribune, ça aurait été bien qu'ils viennent s'exprimer, même si on n'en est pas loin. Non. On n'a pas encore ce genre de problème. Le mot de la fin pour Nathalie Mani, pour la DMR2B. Merci. La pression. J'apprécie énormément. Non, mais c'est vrai que bon, voilà, moi, on a parlé d'innovation, on a parlé d'adaptation, on a parlé de partenariat, d'accompagnement. Voilà, je resterai sur ces mots et voilà, sur le fait de multiplier nos synergies et nos engagements autour de cette thématique. Eh bien, écoutez, ainsi se termine cette deuxième table ronde et je voulais vous remercier véritablement la DMR2B, la mutuelle UMCS, l'association ACEPT, Cap Solidaire, l'ARS, la collectivité des Corses. Je remercie aussi la CRES, Jean-Michel Minigone et Julie là-bas qui m'ont vraiment fait confiance et merci beaucoup parce que ce sont des sujets comme forcément on y est tous touchés directement ou indirectement. Donc on espère que tout ce qui a été abordé jusqu'à maintenant a pu vous servir, a pu faire germer des idées qui sont déjà très présentes et très bien développées et surtout que toutes les propositions qui ont été faites en sortent renforcées. Et puis voilà, bon Azir à toutes, merci beaucoup et à plus.